sail into your early life, romance came, and it came. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'octobre. Alors ça a été un mois où j'ai beaucoup lu. J'ai tout ça, plus un autre livre que j'ai lu en PDF. On va commencer avec les autres catégories, et pour ceux que ça intéresse, eh bien, je parlerai de 6 livres à la fin. Je commence avec tout ce qui est de l'ordre du visuel. J'ai regardé la nouvelle saison de Plan Cœur. Alors j'avais regardé la première qui m'avait plutôt plu sur le coup parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas décelées dans ce qui était sexiste et problématique. En regardant la deuxième saison, j'ai voulu être un petit peu plus aware de tout ça. Et en fait, c'est toujours aussi problématique. C'est bourré de clichés. Pour ceux qui n'auraient pas regardé cette série, on suit Elsa qui est une fille qui a pas trop de chance en amour. Donc ça, c'est la première saison. Ça fait 2 ans qu'elle est plus avec son ex, du coup elle est toujours amoureuse de lui, ils travaillent ensemble, c'est la merde. Et ses potes décident de lui faire croire qu'elle va tomber amoureuse d'un mec, qu'elles ont payé pour une soirée, au final la fille tombe totalement amoureuse de lui. Bref, donc ce qui est problématique dans cette saison 2, par où commencer, bah déjà ses potes sont totalement barges. Genre elles voient que leur pote elle est heureuse et elles essayent quand même de foutre la merde. Genre en ramenant son ex alors qu'à la base c'est le truc qui a enchaîné toute l'histoire. Et deuxièmement, Elsa en elle-même, elle est pas très intelligente non plus, enfin je suis désolée mais je suis partie à Buenos Aires, ah mais en fait il y a une rue qui s'appelle Buenos Aires dans Paris et j'ai passé 4 mois là-bas. Je sais pas, je trouve que ça tient pas debout, que c'est bourré de clichés, que y a un sexisme ordinaire qui est omniprésent. Non, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça chiant, j'ai regardé ça pour passer le temps, mais sincèrement c'était pas ouf et je vous recommande pas la deuxième saison, même si vous avez bien kiffé la première. Sinon, j'ai pas parlé de cette série avant, mais je l'ai regardée depuis début août. Orphan Black, j'ai regardé les 3 premières saisons et j'ai commencé la 4e. La 4e me plaît pas trop, mais les 3 premières en revanche sont plutôt chouettes malgré la fin de la saison 3 qui est quand même un peu longue au bout d'un moment. Je donne le pilote. On suit Sarah Mannings qui est sur le quai de métro un peu déboussolée, elle appelle quelqu'un et elle voit une femme en costume très apprêté et cette femme enlève ses chaussures, enlève son sac et se jette sous les roues du train qui va passer. Il se trouve qu'avant de se jeter sur les rails, le personnage principal voit que c'est son sosie, mais vraiment exactement elle. Et donc, vu que c'est un peu la merde dans sa vie, elle prend ses affaires, elle prend son sac et elle décide de prendre sa place. Et d'essayer aussi de découvrir pourquoi elle a un sosie alors qu'elle a pas de sœur et elle est orpheline. Elle comprend pas trop et donc du coup, c'est toute l'enquête autour de ça. Je me suis un peu lancée dedans sans trop savoir où j'allais et finalement, les premières saisons sont vraiment chouettes. J'en ai déjà parlé dans mon dernier vlog, si je dis pas de bêtises. J'ai vu 3 souvenirs de jeunesse, qui est un film de Desplechin, si je dis pas de bêtises, qui suit la première histoire d'amour du personnage principal. Je trouve que l'utilisation des couleurs était relativement intéressante. Il y avait des cadres qui étaient chouettes parce qu'ils suivaient justement le mouvement des personnages. Ce qui peut être dérangeant, c'est peut-être la diction du personnage principal qui est très saccadée et en soi, les autres antagonistes sont un peu dans le même type. Au début, ça a été quelque chose qui m'a dérangée et au fur et à mesure, en fait, on s'y fait vraiment et c'est absolument un parti pris, c'est pas anodin et je trouve que ça rajoute même une patte au film en lui-même. Alors j'ai pas vu d'autres films de ce réalisateur si je dis pas de bêtises. Du moment où on se laisse aller à la narration, je trouve que c'est une plus-value. Ensuite, pour ce qui est des podcasts, j'en ai pas découvert de nouveaux. Juste vraiment beaucoup écouté Mansplaining, qui revient du coup sur les dictates de la masculinité, notamment dans le cinéma. Donc là, c'est la saison 2. Thomas Messias, du coup, utilise d'autres supports, mais c'est vrai que c'est très tourné vers le cinéma et je trouve ça intéressant de déconstruire toutes les informations qu'on reçoit, notamment dans la culture française. Il prend beaucoup de comédies françaises parce que, guess what, c'est extrêmement sexiste. Ça fait du bien et c'est des épisodes qui durent entre 10 et 20 minutes. C'est chouette, donc je vous conseille d'aller écouter si vous l'avez pas encore fait. Parler de Miroir dont j'ai déjà parlé et surtout de l'épisode Le mythe de la Parisienne qui revient du coup sur cette image très léchée de femmes avec une esthétique très particulière, qui est dans une catégorie sociale spécifique aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des femmes qui n'ont pas de souci à se loger à Paris,
qui sont dans certains arrondissements, qui sont dans une opulence certaine et qui se posent pas de questions en fait sur leur niveau de vie dans la capitale, qui est extrêmement cher, hein, n'oublions pas de le rappeler. Il me semble que la présentatrice revient avec une écrivaine qui a sorti du coup le livre Je ne suis pas parisienne, manifeste à toutes les femmes de France ou quelque chose comme ça. Je mettrai le nom soit ici soit en barre d'infos. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a des points sur lesquels je suis pas forcément d'accord, mais dans la globalité, je trouve que c'est très enrichissant de déconstruire ce diktat-là, qui est quand même très très alimenté même de nos jours. Et je pense qu'elles en parlent mieux que moi, donc je ne peux que vous inciter à aller écouter cet épisode. Je vais passer au livre du coup. Je vais commencer avec Lettre d'une péruvienne de Madame de Graffigny. C'est un roman épistolaire qui est aussi un peu comme La religieuse de Diderot dans le sens où c'est un mysticisme, c'est-à-dire que on n'est pas exactement sûr que Zilia, qui est du coup le personnage principal, ait réellement existé, et on se pose la question de savoir si Madame de Graffigny n'a pas créé ce personnage exprès pour délivrer un message particulier, que ça soit sur le colonialisme ou sur la place des femmes à son époque. Donc on suit Zilia qui a du coup été enlevée par des colons espagnols et français. Elle était du coup promise à Asa, qui est le dieu soleil, et qui est aussi une figure masculine. Donc elle a été enlevée le jour de son mariage, donc elle ne s'est pas mariée. Et elle va découvrir peu à peu la culture européenne. C'est très court, ça fait 200 pages maximum je crois. Je trouve ça facile à lire. C'est à la fois naïf et en même temps, il y a des points de vue très avant-gardistes pour son temps, à mon sens, sur du coup la condition des femmes. Je pense aussi que c'est pas très anodin que ça soit une femme qui ait réussi à aussi bien faire une satire de son temps. C'est très court, donc je vais pas réussir à le résumer. Je vais essayer de donner des mots-clés. Différences culturelles, bien évidemment. Indépendance, conception matérialiste et de relation à la nature. Je vous incite à le lire, il est en PDF sur internet. Pour le même cours, parce que là la majorité des livres que je vais vous présenter c'est des livres que j'ai dû lire pour les cours du coup. Dans mon dernier vlog j'en ai parlé, j'ai lu l'Heptaméron, j'ai pas tout lu et heureusement parce que sinon je pense que j'aurais hurlé. Comment dire ? Marguerite de Navarre utilise une sorte de huis clos avec 8 interlocuteurs qui vont raconter ce qu'ils ont pu voir en Europe et spécialement en Allemagne, les gens qu'ils ont pu rencontrer, les histoires qu'ils ont pu vivre. Et donc elle utilise des personnages fictifs pour représenter des individus de la cour. Son mari, son frère, sa mère. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise la figure de 5 femmes et de 5 hommes, donc parité. Sauf que trigger warning, si un jour vous devez le lire, parce que sincèrement c'est pas moi qui vous le recommandez, il y a énormément de violences sexuelles envers les femmes, sexisme, mise à mort de la part du mari pour sa compagne parce que elle l'a trompé. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? En substance c'est ça, et en plus de ça la plume est pas fluide parce que c'est pas une écriture dont on a l'habitude, parce que c'est daté bien sûr, c'est pas du tout de notre siècle. Je ne vous le recommande pas, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Je pense que Marguerite de Navarre a essayé de prendre le contre-pied justement de ces histoires sordides pour les femmes et pour les individus de classe sociale inférieure aussi, sauf que c'est extrêmement dur à lire, que ça soit au niveau de la plume ou au niveau de ce qui est décrit, et j'ai pas du tout apprécié quoi, c'était vraiment pas plaisant. On revient sur un truc un peu plus agréable, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est l'un des livres que je voulais lire dans ma vie sans me dire que j'allais m'y mettre tout de suite, bien que ça soit un ouvrage fondateur de la question du féminisme. Simone de Beauvoir répartit son livre en 3 parties, le côté médical, le côté histoire et les mythes de la femme. Alors je vais pas revenir sur tout le livre parce que c'est très très foisonnant, parce qu'elle reprend en fait toutes les choses qui ont été imposées par les hommes aux femmes pour expliquer que ça ne fonctionne pas et que c'est totalement faussé parce qu'ils n'ont pas les réalités que les femmes peuvent endurer. C'est extrêmement dur à résumer, je ne sais pas si vous verrez mais il y a énormément de post-it et j'ai surligné
une bonne partie. Il y a des phrases qui sont vraies, qui sont fortes. Et même si maintenant je pense qu'il y a quelque chose qui est plus ou moins daté dans Beauvoir, parce que ce qu'on pourrait appeler genre aujourd'hui, elle va plutôt l'appeler sexe, parce que les gender studies n'existaient pas encore. Néanmoins, je trouve que c'est très intéressant de voir comment la société patriarcale a été formée en fait, et comment des choses qu'elle décrit au moment où elle les écrit en 49 est toujours d'actualité sur certains points, et qu'il y a des mythes, des légendes peuvent encore permettre l'asservissement des femmes en fait au 21e siècle. Voilà, je pense que c'est un ouvrage très important. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1, je compte lire le tome 2, pas tout de suite parce que j'ai quand même quelques lectures de cours à faire encore, et vraiment quand j'aurai du temps j'ai vraiment envie de me replonger dans ses écrits et dans les entretiens qu'elle a fait. Dans le deuxième tome, j'ai dû lire Je tue nous, Culture de la différence de Lucie Rigaret, publié en 90. Et pour le coup, là aussi, c'est un livre qui ne m'a pas plu, qui aurait pu, en effet, si ça avait été bien construit. Alors, Lucie Rigaret commence son livre avec « Quelle femme n'a pas lu Le deuxième sexe ?» Ça devrait me plaire, surtout après la lecture du Deuxième sexe. Tout de suite, ça donne envie. Eh bien, pour résumer, cette autrice utilise le deuxième sexe comme début, comme point A, pour partir au point Z, revenir au point B et faire des digressions tout le long pour prouver à quel point elle a raison. Je m'explique. Dans son ouvrage, explique à quel point le langage est important quant à l'asservissement patriarcal. Chose qui est vraie. De fait, le langage est formateur de culture. On n'a qu'à regarder 1984 ou Fahrenheit 451 pour voir à quel point c'est formateur de l'individu. Et en l'occurrence, dans nos sociétés, le fait que les deux genres soient segmentés et qu'il n'y ait pas de neutre, c'est déjà une forme d'asservissement. Mais passons, je vais pas parler d'écriture inclusive ici parce que c'est pas le sujet, en tout cas c'est pas ce dont elle traite ici, même si en commençant ce livre j'ai pensé que justement c'était les prémices de l'écriture inclusive, mais ce n'est pas le cas. Elle explique que le fait d'ajouter un neutre mettrait les femmes à égal des hommes et donc du coup ne leur servirait pas parce que ça serait une forme d'effacement. Vrai. Néanmoins, en fait, tout ce qu'elle dit se confirme et tous les exemples qu'elle utilise sont mauvais, ou du moins sont réfutables. Et la majeure partie du bouquin, elle la passe à dire « j'ai raison, lisez mon ancien livre ». Et en fait, j'ai besoin de plus pour adhérer à sa thèse. Et en soi, j'aurais pu me dire oui, c'est ça, mais elle a une écriture qui est extrêmement pédante. Elle s'écoute énormément. C'est quelque chose que je déteste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de cohésion alors que elle-même essaye de faire ressentir qu'elle écrit pour les femmes et finalement, il y a une opposition avec ce qui pourrait être ses lectrices en fait. Et j'ai pas du tout aimé cette partie-là. Et enfin, on va passer à la partie lecture plaisir, qui sont des livres très petits parce que je n'avais pas beaucoup le temps de lire pour moi. On a The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories de Tim Burton. Donc j'en avais déjà parlé dans un vlog. C'est un livre pour enfants, c'est un recueil de contes écrits en vers et avec des illustrations qui sont propres à Tim Burton, à son univers. Donc ça se lit très vite, ça se lit en une demi-heure. C'était rafraîchissant, j'ai lu ça pendant la période d'Halloween. Voilà, je pense que ça allait bien avec l'ambiance. Ma dernière lecture, c'est du coup No One is So Small to Make a Difference de Greta Thunberg. Ça concerne l'écologie et la survie de l'espèce et de notre écosystème. En fait, c'est un recueil de tous les discours qu'elle a pu donner depuis le 8 septembre 2018. Ça dit ce que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre. Même si c'est un tout petit livre, ça peut remettre les idées en place à certaines personnes et notamment aux dirigeants du monde entier en fait, tout simplement. Je sais pas trop quoi en dire de plus. C'est ce qui finit cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors il y a eu énormément de livres, je suis désolée pour ceux qui lisent pas, mais voilà, c'est ce qui résume mon mois entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt. Si vous avez lu, vu, écouté une de ces œuvres, je vous invite à me laisser un commentaire et à ce qu'on en discute. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aimer, à me rejoindre sur Instagram. Et puis voilà, ciao!